Tout pour investir, le déchiffrage. On déchiffre l'actualité économique et financière utile en ce lundi matin pour prendre vos bonnes décisions d'investissement. Le lundi, Mathias Bacchino, directeur Europe de Trade Republic, est avec nous. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine. En duo avec Gustave Sonden de Colbert. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Gustave, vous nous ouvrez la boîte de Pandore, une boîte dans laquelle il y a 3 vieux démons et ça fait trembler les marchés et les investisseurs. De quoi on parle ce matin? Ouais, c'était plutôt utilisé dans un contexte géopolitique au départ. C'est Dmitri Peskov, l'un des porte-parole du Kremlin, qui disait justement il y a quelques jours, attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore, on ne sait pas vraiment ce qui va en sortir. Il y avait donc un cadre plutôt géopolitique. Maintenant, côté marché financier, nous, on sait un peu plus ce qui va en sortir. Et donc finalement, les 3 vieux démons qui sont déjà sortis ou qui sont sortis depuis le 13 juin, volatilité, récession, et évidemment inflation dont on reparle ces derniers jours. Donc on avait un VIX, donc l'indice de la volatilité ou indice de la peur selon les terminologies employées, qui était redescendu à 17, qui réagissait même plus aux ruptures Musk-Trump. Et boum, on est reparti à la hausse, au-dessus des 20, 22, 24 même la semaine dernière. Donc on a effectivement une volatilité évidemment qui est de retour dans les marchés. On a également un retour aussi des risques inflationnistes. Le pétrole, je le rappelle, c'est à peu près 5% dans les indices CPI, donc qui mesurent l'inflation. Donc l'impact, il est direct. Vous avez une hausse de 10% du pétrole, comme c'était le cas depuis le 13 juin. Vous avez donc une hausse mécanique de l'inflation. Et ça, malheureusement, ça n'arrange pas nos affaires, puisqu'on attendait de nos vœux pieux une baisse finalement des taux, notamment aux États-Unis. Et ben, on les attend encore. Coup de pas de chance, là, ça va clairement mettre une pression supplémentaire sur la Fed et donc créer une incapacité à baisser ses taux encore pour une durée indéterminée. Et le troisième élément, c'est la récession. Et finalement, le mix des deux, c'est ce fameux mot qui fait peur, la stagflation. Ouais. Mais donc, cette récession qui pourrait justement être en partie expliquée par des taux qui restent très hauts, par une inflation qui ressurgit. Et on le voit déjà un petit peu dans les marchés actions, avec une baisse déjà la semaine dernière autour des moins 5%. Donc voilà ces 3 démons. Et malheureusement, on en mesure déjà les premiers effets, alors qu'on est au balbutiement de ce qu'on peut appeler un conflit aujourd'hui. Volatilité, inflation, récession. Vous aussi, Mathias, vous voyez des incertitudes à tous les étages. Oui, c'est vrai qu'on est dans une période où l'incertitude ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que là, on rajoute l'incertitude sur le prix du pétrole, puisque effectivement, la boîte de Pandore, du point de vue boursier actuel, ça serait les Iraniens qui ferment le détroit d'Ormuz par lequel passe un tiers du pétrole mondial et un cinquième du gaz, avec un baril qui pourrait monter à $120, ce qui est noté par certains analystes et ce qui serait évidemment catastrophique. Moi, tout le week-end, j'ai lu, je me suis informé, documenté. C'est très difficile de savoir comment plutôt les Iraniens vont réagir. On le saura probablement dans les heures qui viennent, mais à ce stade, c'est le point, l'incertitude majeure. Et le problème, c'est que c'est pas la seule. On a une incertitude considérable, Gustave en parlait, sur le comportement de la Banque centrale américaine et sur la santé de l'économie américaine, où la moindre secousse pourrait provoquer des forts mouvements sur les marchés financiers. On est à quelques jours de la fin d'un ultimatum, parmi les 257 ultimatums dont on a perdu le compte, lancés par Trump et son administration ces dernières semaines. On en a un très gros qui arrive là début juillet, c'est quand même la fin des 90 jours sur les droits de douane mondiaux. Donc c'est énorme, c'est un moment qui peut redonner énormément de volatilité. Et il y a une troisième incertitude qui, à mon avis, va monter, puisque là, on voit malheureusement le conclave sur les retraites échouer lamentablement. On voit que le budget 2026 va être quelque chose de très difficile pour la France et la possibilité d'une nouvelle instabilité politique. Et là, quand on voit les taux auxquels la France paye sa dette, quand on voit que des pays qui étaient anciennement blacklistés sont largement moins chers que la France pour ce qui est du coût de la dette, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense à voilà. Il y a une question évidente, c'est est-ce qu'à un moment donné, la France ne va pas faire l'objet d'une attaque spéculative sur sa dette, tout simplement. Donc c'est les incertitudes à court terme auxquelles on va faire face cet été. Et je n'exclus pas un été qui soit, contrairement à l'habitude, particulièrement volatile. J'ai un souvenir ému, et pas en positif, du mois d'août 2011, où le CAC 40 perd 25% en 3 semaines. Donnez-nous un peu de contexte pour les plus jeunes qui nous écoutent.
Alors en 2011, c'était la crise des dettes souveraines. Donc c'était l'Italie, l'Espagne, voilà, entre autres, qui étaient attaqués sur leurs dettes souveraines avec la crise du financement des États européens surendettés, entre autres, suite à la crise des subprimes. Et à ce moment-là, on avait eu des très mauvaises nouvelles pendant l'été, et un mois d'août catastrophique, ce qui est très rare en bourse. Et donc là, on a différents paramètres. L'incertitude économique américaine, l'incertitude sur le pétrole, l'incertitude sur la santé de la France. Il y a différentes incertitudes comme ça qui, cumulées, peuvent à un moment donné créer une explosion de volatilité. Et là, on a dépassé les 20 sur le VIX de nouveau, hein, ça c'est clair. Le VIX qui est effectivement autour de 20,81. Agenda, publication et macro intéressant, puisque demain, on aura la confiance du consommateur américain publiée par le Conference Board pour le mois de mai. Et puis vendredi, on aura l'indice PCE Core d'inflation pour le mois de mai. C'est un des indicateurs favoris de la Fed, pour rappel. Il y a 1000 choses à dire sur le pétrole, on va en reparler un petit peu dans cette émission. Mais peut-être d'un mot, Gustave, ce qu'on doit retenir pour l'investisseur et l'investisseuse particulier qui nous écoute là. Il faut scruter avec une très grande attention justement l'évolution du conflit sur le détroit d'Ormuz. Mathias vient de le dire, tout est là en fait. 30% encore une fois du trafic mondial passe par là. L'Iran en tant que tel, c'est à peu près 5% de la production. Mais ce détroit dont ils ont quand même le contrôle, ou en tout cas sur lequel ils peuvent interagir de manière très forte, c'est 30%. Et 20% aussi du gaz liquéfié également. Donc c'est un enjeu énergétique clé. Et probablement, c'est là que ça se passera. Il y a déjà 2 super-tankers qui ont fait demi-tour hier, quand même. Et on peut noter aussi que dans le contexte, on est au début de ce qui s'appelle aux États-Unis la driving season, où tous les gens prennent leur voiture pour traverser les États-Unis pour l'été. Et par ailleurs, à un moment où les stocks américains sont plutôt bas. Donc voilà ce qui a été signalé par l'Agence américaine de l'énergie. Voilà, l'approche de la driving season. Assez parlé de cette géopolitique dont on va reparler dans une grosse partie de l'émission. Je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à un indicateur avancé de l'impact des tarifs douaniers. On va parler de la publication de Nike. Ce sera, on est le combien ? On est le 23, ce sera jeudi. Votre regard sur cette publication qui s'annonce pas forcément très bonne, Mathias. Oui, Nike, c'est, je dirais, une transition. Actuellement, on a un nouveau CEO qui avait fait l'actualité, parce qu'il était depuis 34 ans, je crois, dans l'entreprise. Il avait commencé stagiaire. Donc, on peut imaginer qu'il connaisse très, très bien les rouages de Nike et qu'il soit à même, effectivement, d'accomplir l'objectif qu'il s'est lui-même fixé avec son plan stratégique, Win Now, c'est-à-dire gagner maintenant. Donc, on peut anticiper que ce nouveau CEO et cette nouvelle stratégie soient relativement positifs. En revanche, on a quand même Nike qui a perdu plus de 20% depuis le début de l'année, avec des analystes qui sont mitigés, qui hésitent. On a un consensus qui n'est pas hyper clair sur Nike. On peut noter quand même que depuis novembre 2021, donc ça fait 4 ans, on est en baisse de 66% sur le titre Nike. Et le gros problème, c'est ce à quoi le CEO va devoir s'atteler, c'est la baisse des marges. C'est-à-dire que là, on est passé de 17% en 2021 en marge d'EBITDA, on est à moins de 14% là actuellement en 2024. Donc, quand on a en plus les surenchérissements pour eux sur les chaînes d'approvisionnement du fait des tarifs douaniers, ils ont augmenté leur prix récemment en plus. Donc, il y a beaucoup de pression sur le titre et d'incertitude. Et je pense que c'est un peu tôt à ce stade pour juger de la pertinence du plan d'action du nouveau CEO. Il va être attentif aux signaux faibles d'une éventuelle réussite de ce plan d'action, je dirais. Intéressant. Nike qui publie ses résultats jeudi, ce que ça peut vouloir dire pour le retail américain, le consommateur américain et jusqu'à nous en Europe, Gustave. Ça dit pas mal de choses, parce qu'en fait, il est venu sur le fond d'une crise de la distribution. C'est-à-dire que vous aviez une distribution autrefois qui était très intégrée avec des distributeurs mondiaux qu'on appelle wholesale. Et pendant le Covid, il y a eu une stratégie à l'époque mise en place, plutôt de D2C, donc direct to consumer, qui est venue largement perturber finalement la distribution wholesale. Et du coup, ces distributeurs historiques se sont intéressés à d'autres marques. Et donc, il y a On, Oka, etc., des marques qui sont venues prendre la place de Nike et prendre des grosses parts de marché qui ont des croissances entre plus 50 et plus 100% par an, là où Nike était hégémonique depuis très très longtemps. Ça, c'est la première étape de la crise. Et manque de peau, effectivement, Elliott Hill est venu pour rattraper ça avec une offre produit, en relançant justement ces distributeurs. Il y a une crise de l'offre maintenant, puisqu'en fait, vous avez d'abord une distribution perturbée, et maintenant vous avez une production perturbée avec justement les tarifs douaniers. Donc il va falloir être extrêmement attentif à l'impact de ça. 90% de la production de Nike, c'est l'Asie du Sud-Est, dont à peu près 20% en Chine directement. Donc clairement, si on veut prendre un thermomètre pour mesurer l'impact des mesures Trump sur des chaînes d'approvisionnement intégrées à l'échelle mondiale, c'est exactement la meilleure mesure, je pense, pour mesurer. Pour l'instant, ce qu'on attend,
c'est plutôt un recul, non pas de la marge qui a déjà bien reculé, comme Mathias le disait, c'est un recul du chiffre d'affaires. Donc là, c'est quand même vraiment très structurel pour un gros producteur retail comme celui-ci, autour des mid-teens, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire entre moins 10 et moins 15% sur l'année 2025. Donc on n'est pas encore sorti d'affaires. Les marchés ont anticipé ce que je viens de vous dire. Maintenant, la question, c'est quelle va être l'ampleur en fait, des dégâts, plus que est-ce qu'il va y avoir des dégâts ou pas. On verra ça vendredi plutôt chez nous. On analysera avec un petit peu de recul. On va finir sur Bitcoin. Beaucoup de questions sur les cryptos. Certains sont à la recherche d'une valeur refuge, d'autres d'une autre lecture des marchés que les entreprises cotées. On essaie d'anticiper avec vous, de manière aussi rationnelle que l'univers crypto le permet, le prochain pic de Bitcoin. Et Mathias, vous avez une méthode de calcul. Vous allez nous reparler du halving. Oui, parce que on a beaucoup parlé du halving il y a maintenant un an. Ça fait un bail qu'on en a plus parlé. Oui, c'est ça. Le Bitcoin est censé progresser après le halving. Et les passionnés de crypto et les Bitcoin maximalistes, entre autres, adorent les stats. Alors, il y a une stat que j'ai trouvée intéressante, c'est que si on regarde les précédents halvings, donc les 4 ou 5 halvings qui ont déjà eu lieu dans le passé, le record, donc le pic haussier, a été atteint entre 366 et 548 jours après le halving. Ce qui fait une moyenne, et c'était plutôt plus long récemment, de 480 jours. Pardon, mais le dernier halving, c'était en avril 2024. Donc on est dans cette zone-là. Alors là, on est à 427 jours, ou 428 maintenant. Aujourd'hui de ce halving, et un Bitcoin qui a tenu les 105 000 $. Je ne vais pas m'étendre, mais il y a une configuration graphique plutôt positive pour le Bitcoin si on a l'analyse technique en tête. Et on est à 50 jours de la moyenne du pic. Donc, évidemment, il n'en faut pas plus pour que les analystes et les cryptonautes se disent qu'on est à l'aube d'un nouveau mouvement haussier sur le Bitcoin, ce qui, à nouveau, d'un point de vue graphique, pourrait faire du sens. On en reparlera, cette lecture graphique de Bitcoin, avec Gilles Santacreux dans le Point Crypto vers 11h35. On réfléchira du coup aussi à Bitcoin et les cryptos qui traitent 24 heures sur 24 et ce qu'on pouvait déjà lire de la situation géopolitique et du moral des investisseurs ce week-end. Mais je sens que Gustave va avoir envie de nous parler du nouveau sujet dont tous les crypto-bros parlent, c'est la comptabilité en crypto. Oui, alors, ou la gestion de trésor en crypto. Effectivement, on a beaucoup parlé dans l'émission. On a tous en tête MicroStrategy, qui est cet exemple un peu farfelu à la base d'une entreprise de SaaS, donc, qui n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, qui s'est mis à placer en fait toute sa trésorerie en crypto et plus spécifiquement en Bitcoin. Oui, on parle de Bitcoin. Bitcoin exclusivement. Et là où c'est assez intéressant, c'est que la capitalisation ne cote pas à la valeur Bitcoin de la société, mais à 1,6 fois la valeur Bitcoin de la société. Donc il y a une forme de premium à détenir du Bitcoin plus que de le détenir directement. Mais pourquoi ? C'est un peu ce qui est fou. Bon, déjà, la société ne fait pas que ça, probablement. Donc, mais qui sait ce que fait Stratégie, pardon Alors, pas grand monde, à part justement le fait qu'ils détiennent une quantité astronomique. On est à plus de 500 000 bitcoins détenus. Donc, qui détiennent Michael Saylor, du coup, son fondateur, et un bitcoin maximaliste, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'ils ont d'autres activités encore ? D'ailleurs, je ne pourrais même pas vous le dire. Ce que je sais, c'est qu'ils sont connus pour avoir eu cette stratégie assez tôt et qu'ils continuent de la poursuivre. Et donc, ce qui va intéresser les gens, c'est pas forcément le fait qu'ils achètent du Bitcoin, c'est encore une fois que les marchés surcotent le Bitcoin. C'est ça qui est quand même un peu fou avec cette classe d'actifs, c'est que c'est souvent quand elle est centralisée, c'est-à-dire qu'elle remplit l'inverse de ce pourquoi elle a été créée, que la valorisation est la plus élevée. On préfère acheter du Bitcoin indirectement via une société que directement. Et donc, effectivement, ça en a inspiré d'autres. Vous connaissez évidemment Tesla et les prises de position d'Elon Musk, plus ou moins d'ailleurs marquées en fonction des époques, sur le Bitcoin. Et plus récemment, ce qui est aussi intéressant, c'est l'émergence, ou plutôt le renouveau des SPAC. Donc, vous savez, ces véhicules qui sont cotés en coquille vide pour aller venir faire des acquisitions. Il y a beaucoup de SPAC qui vont à la cotation, avec notamment une stratégie Michael Saylor inclus, c'est-à-dire on va gérer la trésor comme ça, ou on va acheter tant de Bitcoin dans le mix, ce qui permet aussi de rassurer un petit peu les investisseurs. Donc, on n'est pas encore à l'euphorie de 2021 sur les SPAC, mais on est déjà au niveau de 2024 alors qu'on a à peine franchi la moitié de l'année. Le retour des SPAC. Mathias, pour finir ce sujet crypto, on aurait pu parler de Coinbase. Oui, on aimerait bien que ce soit CoinHouse, cela dit, qui est français. On salue d'ailleurs. Mais cela étant, c'est Coinbase, donc voilà, qui
a fait une annonce qui est importante évidemment pour Coinbase, pour l'entreprise, etc. Mais c'est une annonce que moi j'attendais depuis très longtemps et qui est à mon avis très symbolique de ce qui peut se passer dans l'industrie financière en Europe et dans le monde de manière générale dans les mois et les années qui viennent. Donc Coinbase vient d'annoncer avoir l'ambition, et pour ça il va falloir des autorisations réglementaires américaines évidemment et européennes aussi, de tokeniser l'ensemble des actifs financiers déjà existants dans la finance traditionnelle, donc des actions, des fonds, pour les rendre disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la blockchain, ce qui permettrait d'investir dans des actions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas possible actuellement, et probablement aussi avec des coûts de fonctionnement bien moindres, puisque la tokenisation est censée réduire les coûts de fonctionnement. Donc par ailleurs, Coinbase a annoncé aussi, au même moment à peu près, avoir obtenu sa licence MiCA, donc la licence européenne crypto, auprès de l'Union européenne. Donc c'est une hybridation des deux mondes, l'univers de la finance traditionnelle avec ses banques dépositaires, avec ses difficultés aussi opérationnelles, et l'univers crypto, très moderne, très efficace aussi d'un point de vue opérationnel, mais avec ses difficultés réglementaires. On va vers une hybridation. Il va être intéressant de savoir si dans l'hybridation, on va réussir à garder et la crédibilité réglementaire et la sécurité, et l'agilité et la baisse des coûts et des difficultés opérationnelles. Si on est capable de prendre le meilleur des deux mondes, ça peut faire une hybridation très utile pour la société dans son ensemble, parce qu'un système financier efficace, ce qui n'est pas le cas toujours du système financier actuel, c'est mieux pour la société. Donc, un peu d'espoir que mon enjeu n'est évidemment pas la spéculation le samedi soir à 22h30. On a sans doute d'autres choses à faire à ce moment-là. Mais c'est vraiment un enjeu d'hybridation de ces deux univers qui va être passionnant à suivre. Voilà, et ce sujet de marché d'actions tokenisées disponible, vous l'aurez compris, du coup, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, ça fait la fin du week-end sur les marchés. Ouais. Plus de pause, le continu. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Mathias Bacchino, directeur Europe de Trade Republic, en binôme avec Gustave Sonden, cofondateur de Colbert. Merci beaucoup, messieurs, pour ce tour d'horizon de l'actualité du lundi. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. On va continuer à s'occuper de vous, investisseurs particuliers, et vous aider en vous apportant une lecture technique de notre CAC 40 ce matin. Indécis, notre CAC 40. On va voir ça.